Et GM, bienvenue à tous sur One TV. Le vendredi 20 juin aujourd'hui, toujours dans un petit été ensoleillé. En plus, on a le plaisir de se réveiller avec bien un marché qui prend à revers quelques shorts, il semblerait, ce matin. Donc, mais pour le plus grand plaisir de nos holders, j'espère en tout cas que tout le monde va bien dans le chat. Bah, effectivement, on se lève ce matin, bien, on dirait que les boules tabassent les bears à coups de God Candle, hein, comme énoncé dans le texte, hein, et effectivement, on avait un marché qui était quand même très hasardeux. On en a parlé pas mal quand tu étais parti hier, Buty, dans le chat, et c'est vrai que c'est le moment un petit peu où on n'aimerait pas voir le marché devenir hasardeux trop longtemps non plus, tu vois, sur le principe de ne pas le voir en fait se mettre à recommencer à faire des périodes de slow grind, parce que ben, historiquement, en tout cas, ce cycle, ça a rimé avec la mise à mort de nos altcoins un petit peu. Donc à voir effectivement, est-ce que ce mouvement est véritable ou est-ce qu'il s'agit juste un petit peu d'un décalage, histoire d'aller chercher quelques shorts parce que c'est devenu peut-être un peu consensus, notamment autour des news, hein, toujours les mêmes, hein, mais les news de la guerre, quelques missiles qui s'envoient entre Israël et l'Iran, une potentielle entrée des États-Unis. Donc on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui, comme d'hab. On va parler aussi justement de quelques dispositifs qui pourraient venir potentiellement nous accompagner, d'une accumulation sur Ethereum qui a l'air de continuer, hein, malgré une PA aussi qui est quand même un peu hasardeuse. Donc voilà, un programme assez sympathique. Bien entendu, on passera sur les news, on passera également un petit peu sur la perf de certains altcoins, les ETF flow. Vous connaissez un petit peu le programme. Le FOMO Finder est plus dans un état bearish que le Fear and Greed. À voir si ça aurait été au final des zones pertinentes. Et ça Hop, s'explique, bah tiens, je peux te le montrer 2 secondes, 2 petites ouais, secondes, vas-y, mais vas-y. c'est pour illustrer un petit peu, mais c'est ça qui explique en fait, si tu veux. Ouais, ouais, c'est Ta panique en fait, c'est un du funding rate funding. qui globalement est négatif depuis bah, maintenant au moins le 29 mai, tu vois. Bon, il y a quelques allers-retours, on passe léger positif, mais ça fait quelques jours aussi qu'on en parle. On a ce contraste en fait, hein, dans le marché qu'on ne voit pas en tout temps non plus. Et là, on dirait qu'il y a vraiment des gens qui essayent justement de choper un petit peu plus proche possible peut-être d'un pseudo top local. Ce qui rend un petit peu ce prix justement hasardeux et ses potentiels déclenchements en fait de God Candle comme ça, puisqu'à un moment donné, tu as de l'intérêt à aller chercher du short, particulièrement quand le marché en fait il bouge, hein, de zone de liquidité en zone de liquidité, et en fait ils en démordent pas, en tout cas si on en croit un petit peu le funding rate au global. euh, c'est un petit peu voilà, l'état des choses. On a un open interest aussi qui s'est quand même pas mal aplati depuis quelques semaines en arrière, et on est plutôt dans la borne basse, j'ai envie de dire, de ce qu'on a connu depuis un petit mois. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir un delta en fait un peu entre le FOMO Finder, comme son nom l'indique. Il est là pour juger le côté FOMO, et notamment le côté FOMO des order books. Est-ce que les mecs ils méga long, est-ce que les mecs ils sont plus short? Et là, le cas échéant, comme ils sont plus du côté à essayer de shorter en fait, ça lui donne en gros un équivalent de panique, même si le prix en tant que tel ne le reflète pas forcément, quoi. J'en profite aussi pareillement pour juste en parler 2 secondes, mais on commence un petit peu une nouvelle série. La série qui va justement vous permettre un petit peu, si jamais il y en a qui arrivent sur le tas et qui savent pas forcément de quoi on parle quand on parle de funding, de gap, tous ces termes un petit peu que nous on connaît maintenant puisqu'on est là depuis un moment, mais c'est pas forcément acquis pour tout le monde. Et donc voilà, si vous avez envie de dig un petit peu ce genre de choses, vous allez retrouver de plus en plus de threads qui vont vous l'expliquer. Et les fundings, etc., passeront bien entendu aussi au programme, quoi. Allez, on va aller faire quelques petites news sur le site ontv.io. Donc justement, vous l'avez. Hop. Si vous êtes ici, en tout cas, et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch ou sur X. Et bien sûr, si vous êtes là aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça nous donne de la force, ça nous aide à plein de choses. Donc, si ça vous plaît et que vous avez un petit peu de force dans la main pour guider votre souris vers le petit cœur du like, eh ben, n'hésitez pas. Nous, ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est les petites choses qui nous font progresser. Allez, hop, on enchaîne. Donc, l'Arizona. Donc, on avait le New Hampshire, je crois, qui avait adopté sa SBR. Donc, ça, c'était fait.
Mais l'Arizona a avancé encore là-dessus, justement, avec 2 projets de loi distincts, donc le Senate Bill 1025 et le SB 1373. Donc le premier autorisait jusqu'à 10% des fonds publics à être investis en crypto, dont le Bitcoin. Et le second, donc le SB 1373, visait à créer un Digital Asset Strategic Reserve Fund avec du Bitcoin et d'autres actifs. Donc le 27 février 2025, le SB 1373 a été validé par le Sénat et le 28, donc il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, il a été approuvé par le SB 1025 a été approuvé par la Chambre et le Sénat. Donc du coup, ça nous fait un autre État qui avance sur une SBR en tout cas. Donc c'est assez intéressant. Ça fait de l'Arizona un État un peu pionnier, hein, ce qu'on mettait en titre après le New Hampshire, bien sûr. Donc voilà, ça s'agit du côté des US, ça fait des SBR à droite à gauche, ça y pense, etc. Enfin, je pense que vous voyez le mouvement, mais voilà, il est assez huge, je trouve. Parce que là, on parle d'État. Hein, on ne se rend pas compte que c'est devenu assez normal, mais c'est un truc de fou, hein, parce que c'est des choses dont on parlait très très peu les cycles précédents. Et là, ça nous paraît normal, limite, qu'un État, une boîte investisse dans crypto, Ethereum, etc. Quoi. Donc c'est assez ouf. Hop, deuxième news. On parle souvent des taux aux États-Unis, mais pas beaucoup sur la Chine. Donc on va régler ça, bien entendu. Donc la Banque populaire de Chine, donc PBOC, hein, dans le reste de l'article, pour pas que vous perdiez dans les acronymes. Donc ils ont décidé dans la nuit de maintenir leur taux à 3% à 1 an et à 5 ans à 3,50. Donc bon, c'était pas étonnant, mais ça montre une baisse dans l'assouplissement que font les banques chinoises, enfin la banque centrale chinoise. Et ils préfèrent, voilà, plutôt que de multiplier les baisses de taux rapidement, qui peuvent d'ailleurs fragiliser la rentabilité des banques, Pékin choisit plutôt d'attendre et observer. Et ils utilisent d'autres leviers pour amener de la liquidité, notamment une réduction du RRR, donc qui libérerait des liquidités ou des opérations de refinancement via des injections ciblées de liquidités à court terme. Donc en gros, en clair, pour faire simple, la Chine, elle veut éviter un assouplissement trop fort et généralisé, et elle préfère intervenir de manière plus chirurgicale. Donc le RRR, pour info, c'est le taux de réserve obligatoire. Donc c'est quelque chose de très utilisé en Chine. Donc c'est le pourcentage des dépôts que les banques commerciales doivent obligatoirement conserver en réserve auprès de la banque centrale au lieu de les prêter ou de les investir. Donc si on abaisse le RRR, et bien sûr, ça libère de la liquidité, ça leur offre plus de flexibilité sur leur capital, et donc on augmente le nombre la quantité de liquidité disponible sur le système financier. C'est donc, un peu l'équivalent du SLR états-unien, non? Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est le RRR pour la China. Donc, ils sont plus dans cette démarche-là d'injecter de la liquidité sur le marché de manière ciblée, plus que de manière globale via la baisse des taux. Donc, c'est assez intéressant de passer un petit peu de temps à observer aussi ce qui se passe en Chine, parce que ce qui se passe aux États-Unis est très, très commenté. Mais il ne faut pas fail, à mon avis, ce qui se passe aussi du côté de l'Asie pour être large, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent à ce niveau-là en crypto. Et en parlant d'Asie, hop, magnifique transition. Et en gros, on va faire simple. Hein. Un ETF Bitcoin sera en préparation du côté de la Corée du Sud. Donc, il sortirait d'ici fin d'année 2025. Donc, ce serait, vous verrez tous les détails dans l'article. Hein. Je ne vais pas vous lire l'article. Hein. Vous avez qu'à aller sur wentv.io et vous avez tous les détails. Mais bien sûr, désolé pour la coquille que je viens de voir. Mais voilà, c'est un gros retournement de doctrine du côté de la Corée du Sud, parce que les ETF crypto ont été interdits, eux, en 2017. Et là, maintenant, on parle de l'apparition d'un ETF Bitcoin Spot en fin 2025. Donc, bien sûr, ça place forcément la Corée du Sud dans la course mondiale à l'adoption institutionnelle de Bitcoin. Ça participe et ça amplifie ce mouvement. Et bien sûr, ça peut aussi servir d'exemple aux grandes économies asiatiques qui ont, elles, de la liquidité. J'espère que ce petit topo vous aura plu. Et puis on enchaîne avec mon smart, avec un topo non moins intéressant, où là on va plus se concentrer sur les charts. On l'a vu, mais on a quand même maintenant pas mal de longs qui se retrouvent situés un petit peu dans cette zone-là. On le voit ici aussi un petit peu
vis-à-vis des volumes, et on a presque personne ici, donc si jamais on venait à perdre cette zone, il y a potentiellement à parier qu'on puisse aller chercher jusqu'à éventuellement la prochaine, cette zone un petit peu de confluence, et qui, je rebondis un petit peu sur l'épisode de thread qu'on a fait hier sur Wen, mais il y a un gap qui est resté ouvert, et qu'on ira avec 8 ou 9 chances sur 10 à peu près sûr à un moment donné combler. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on va exprimer l'upside avant d'aller chercher le downside, ou bien est-ce que justement c'est quelque chose qui va opérer cet été. Pour moi ça dépendra un petit peu de comment c'est fait, mais si jamais on part sans rien aller chercher au sud, attention à ce genre de mouvement, quoi. Après ça peut être bien sûr un petit peu plus haut, ça dépendra un petit peu de la manière dont les shorts pile ou pas dans cette région-là. Mais je vous dirais, c'est un petit peu les points de prudence qu'il faudra garder sous observation, à mon sens en tout cas, en allant sur ces zones-là, quoi. Tac tac tac, qu'est-ce qu'on avait d'autre un petit peu à parler aujourd'hui? Bah tiens, voilà, on va parler un petit peu justement de ce bon vieux tweet. Je sais pas si Seiya est encore parmi nous, mais voilà, les collègues de chez Altcoin France qu'on salue bien fort, mes chers camarades. Les whales continuent d'accumuler Ethereum malgré le contexte géopolitique tendu. Et si j'en crois un petit peu justement cette data, effectivement, on se retrouve quand même avec un volume qu'on n'a pas vu depuis un bon moment. Et c'est intéressant puisque hier, je vous parlais notamment quand on le regarde en weekly, il y a un petit cas d'école quand même assez intéressant. C'est pas souvent qu'on voit un price action, excusez-moi le terme, mais de con, comme ça sur Ethereum. Et en fait, ce que ça signifie pour moi, c'est un peu un passage de main, t'as l'impression qu'en même temps, en fait, t'as des gens qui déchargent ici. En tout cas, le prix est repoussé à la baisse et on le voit par la taille des mèches. Si vous voulez, en termes de clôture, on réalise nos clôtures dans un range qui est limite de 70 $, si je vous dis pas de bêtises. Mais en même temps, on a des extensions, en tout cas pendant que les semaines sont ouvertes, où des fois on va chercher 200-300 $ au-dessus, mais rejeté, et on retourne toujours dans ces zones d'intérêt. Et à l'inverse, quand ça arrive au sud, c'est soutenu et c'est rebalancé par des acheteurs qui ne manquent pas non plus de se manifester. Et je pense que ce qu'on voit ici, en fait, l'explique en partie. Qu'est-ce qu'il explique? C'est qu'on a des grosses mains qui, quand même, malgré tout, arrivent à soutenir le prix. Pourquoi? Parce que quand vous voyez des mèches, en fait, comme ça, historiquement, normalement, si vous voulez, vous les trouvez un petit peu au sommet d'un rallye. Et ça peut témoigner parfois d'un mouvement de prix à la baisse qui vient. Et ça peut venir potentiellement de long-term holders qui sont un petit peu fatigués d'Ethereum ou autres. Mais de l'autre côté, on dirait qu'effectivement, il y a des personnes qui arrivent en face et qui soutiennent ça. Donc, est-ce que c'est un peu un décalage, j'ai envie de vous dire, et justement le temps de faire un passage de main sur Ethereum entre peut-être des plus petits poissons et maintenant des whales qui sont en train d'accumuler leur position en préparation d'un mouvement d'amplitude? C'est un peu la question que je me pose, puisque moi, vous le savez, Buty, c'est tout pareil ici, en général sur Wen, on a gardé quand même un mantra assez positif sur Ethereum, même s'il a été assez décevant. Et l'idée étant, on en parlait aussi, mais ces gaps qui sont fermés 8 à 9 fois sur 10, bon on en a un qui est plus qu'à quelques pourcents de nous au-dessus de nos têtes, à un 30%. Donc la résolution, je pense qu'on finira par aller chercher. Maintenant, est-ce qu'on va pas se faire une petite frayeur? Dépendra forcément de BTC, tu vois, d'aller chercher peut-être à minima ce niveau, voire justement de backtest un petit peu les 2100 avant d'aller là le chercher. La possibilité reste ouverte, mais c'est une des raisons pour lesquelles je touche pas à mon spot. Pourquoi? Parce que en ayant acquis de l'Ethereum, bon j'en avais forcément déjà d'avant, mais ici j'ai remis quand même une grosse cartouche. Je considère que mes entrées sont safe. J'ai pas de raison de m'inquiéter. Je suis sur un actif qui est quand même très solide. On voit justement maintenant en plus les ETF qui sont en train d'arriver quand même massivement sur Ethereum. Enfin, je dis massivement, en tout cas, comparé à ce qu'on a vu historiquement depuis que son ETF est live en 2024. Et on voit une tendance de fond, un cumul, si vous voulez, qui est positif et qui lui est en train de partir un petit peu en découverte. Donc moi, ça me laisse à penser qu'on a quand même de plus en plus de positifs et quelques aimants, quelques magnets au nord qui pourront opérer. Ce que je maîtrise un petit peu moins, effectivement, c'est le côté time frame. Puisque avant l'Iran, j'avais envie de vous dire, franchement, pour moi, ça avait l'air d'être assez imminent. Bon, là, on a ce côté un peu, on sent le marché en hésitation. Mais pour moi, la target à proximité immédiate des 3300, c'est plus une question de quand que de si. Je sais pas comment toi tu le vois un petit peu, mon Buty. Mais plus on avance, plus j'ai l'impression qu'effectivement, gentiment mais sûrement, Ethereum
reprend un petit peu de positivisme, en tout cas vis-à-vis de sa perception, notamment autour de personnes qui sont aptes à la faire pumper, quoi, en fait, hein. Donc les ETF, les potentiels whales qu'on voyait sur le tweet de Seiya. Et bien sûr, il y a d'autres éléments, mais là, je les ai pas regroupés ce matin, quoi.